بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le directeur de l'IAB, messieurs les directeurs de l'IAB à différentes périodes, différentes époques, mesdames et messieurs le corps professoral de l'IAB, messieurs les présidents et des instances professionnelles, des instances économiques et des opérateurs, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, chères étudiantes, chers étudiants, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de revenir sur le campus de l'IAB, mais ce n'est pas sans émotion, car c'est toujours une émotion très particulière de revenir sur l'école qui vous a formé. Donc, à l'occasion de ces forums, un ensemble de forums organisés par les différentes filières de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et je voudrais tout d'abord féliciter les associations, et évidemment à travers les associations l'ensemble des étudiants pour cette initiative, également cette initiative de les avoir organisés ensemble, et je voudrais féliciter la direction de l'IAB, et puis l'ensemble des responsables de son groupe pour cette vision de salon de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II qui est organisé pour la deuxième édition en rassemblant l'ensemble des forums. Très important, cette façon de faire montre l'unité de l'IAB Hassan II en tant que système, mais avec la diversité interne et qui crée sa richesse de ces filières de production, de formation. L'émotion était également très forte de rencontrer, de voir ce matin nos aînés, messieurs les directeurs et professeurs de l'IAB, Sylphur Sbrati et Sylphur Sous, qui ont construit, qui ont bâti à leur époque et qui ont fait évoluer l'Institut agronomique et à travers l'Institut agronomique tout le système de formation des cadres et des spécialistes du secteur agricole et du monde rural. Et c'est avec ces efforts qu'aujourd'hui l'Institut est là et que vous, étudiantes et étudiants, vous êtes aujourd'hui là, juste pour vous dire que vous avez un héritage très riche, très important, une histoire, et qui doit et qui crée aujourd'hui la force de cet établissement, et je dirais, et qui le dote de capacités très importantes de résilience. Car comme tous les systèmes reçoivent des chocs au cours du temps, de leur évolution, c'est normal. Mais les systèmes qui sont bien enracinés, ils ont cette capacité de résilience et de continuer. Et donc, je peux vous dire que on observe aujourd'hui, nous sommes, personnellement, je suis produit de cette école, c'est avec fierté que je le dis, je suis produit de ces professeurs qui sont là. N'oubliez pas, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'ils sont tous là, mais je peux vous dire que ce que j'ai observé, d'abord quand on était étudiant, puis après enseignant-chercheur, et puis responsable de l'IAB, et puis aujourd'hui, je le regarde du côté du développement. Je peux vous dire que malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on dit,
il y avait garde toute cette force, cette diversité et cette, je dirais, puissance de pouvoir rebondir et de pouvoir former des cadres qui répondent aux besoins de notre pays. Notre agriculture, notre pays d'abord est un pays agricole. C'est un pays où l'agriculture est le moteur de l'économie nationale. Quand l'agriculture ne va pas, tous les secteurs sont affectés. Et donc c'est une connexion très importante et très particulière. C'est un pays agricole. Notre agriculture a démontré toute sa capacité à jouer son rôle, avec aussi bien son secteur public que son secteur privé. Et aujourd'hui, et bien sûr, comme tout secteur évolue, aujourd'hui notre agriculture a une vision qui valorise tout ce qui a été fait par le passé, par les différentes stratégies, depuis l'indépendance. 2008, si vous vous rappelez, 2008 est appelé année ou printemps alimentaire mondial. 2008 a connu une crise alimentaire comme ce que nous vivons aujourd'hui. C'était la flambée des prix des produits agricoles et des intrants agricoles, pratiquement comme ce qu'on vit aujourd'hui, mais pour des raisons différentes. Et après 2008, il y avait un sommet du chef d'État à Rome, réuni par la FAO. Et juste après, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé une vision, pas seulement une stratégie, mais une vision pour l'agriculture marocaine. Et la force de cette vision, c'est qu'elle a redonné à l'agriculture son importance et sa priorité sur tous les plans et surtout sur le plan politique. Donc cette vision de la politique agricole marocaine est déclinée par des stratégies. Vous avez entendu, vous connaissez donc le plan marocain qui était la première stratégie lancée par le souverain en 2008 jusqu'à 2020. Une stratégie qui a commencé avec des objectifs clairs, des objectifs quantifiés et qui s'y terminait exactement à la date prévue avec des résultats par rapport à l'ensemble des objectifs et également avec des défis importants, de sujets complexes qui ne pouvaient pas se résoudre en l'espace d'une dizaine d'années. Mais nous sommes sortis du plan marocain avec un diagnostic très important, avec une infrastructure de l'agriculture jamais connue auparavant. Et comme j'ai dit, le plan marocain a valorisé l'ensemble de ce qui est l'ensemble des stratégies, l'ensemble des initiatives, l'ensemble des recherches qui étaient auparavant. La vision concernant les aménagements hydro-agricoles a pris un tournant décisif, puisque le choix a été fait pour l'économie de l'eau, et donc tout a été mobilisé pour cela. Économiser l'eau n'est pas venu avec le plan d'ordre, venu avec la politique des barrages, mais maintenant l'utilisation et l'efficience de préservation des ressources. Le plan marocain a mis en place des mécanismes très importants. D'abord, le programme de valorisation de l'aval des barrages pour étendre donc une superficie agricole. Tout le monde parlait des problèmes de certains barrages d'aval et où il y avait des terres qui n'étaient pas valorisées. Donc un grand programme pour cela, pour étendre les superficies agricoles. Deuxième programme extrêmement important, c'est le programme d'économie de l'eau
d'irrigation et qui a visé la modernisation des systèmes d'irrigation et la reconversion des systèmes existants et qui n'étaient pas efficients en matière d'utilisation de l'eau. On est parti de 160 000 hectares irrigués en goutte à goutte avant le plan Maroc-Vert, et le plan Maroc-Vert a terminé avec 650 000 hectares sur un total que nous avons d'irrigués de 1600 hectares. On s'approche de 1800 parce que le plan a élargi justement la superficie. Et aujourd'hui, je parlerai de la nouvelle stratégie. On est déjà à 750 000 et notre objectif, c'est d'arriver à 1 million d'hectares d'ici 2030 en irrigation en goutte à goutte. Avec 650 000 hectares irrigués en goutte à goutte, nous économisons 2 milliards de mètres cubes annuellement. Donc, les génies ruraux vont réaliser que c'est un très grand barrage que nous économisons annuellement. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qui nous permet d'intensifier la production agricole et également intensifier veut dire avoir plusieurs cultures par an et puis augmenter le rendement. Le plan a également attaqué la question de la production. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble de nos agriculteurs savent produire. Ils ne demandent que des moyens d'appui. La question de la vulgarisation de l'époque a évolué en conseil agricole, parce que justement les agriculteurs savent faire. Donc le système de vulgarisation a été transformé en système de conseil agricole avec la création de l'Office national du conseil agricole. La question donc de l'amont a été réglée avec beaucoup de succès. Bien sûr, il y a encore des filières qui nécessitent un accompagnement, mais l'ensemble des filières, la voie était très tracée avec un appui très très important de l'effort de l'État. Le plan a également balisé le terrain pour l'aval des filières. Tout ce qui concerne la valorisation et la transformation agro-industrielle. Et tout cela, selon une démarche, une approche chaîne de valeur. C'est-à-dire, ne regardons pas le produit brut en termes de production au niveau de l'agriculteur, mais il faut le suivre jusqu'au consommateur pour qu'une partie de la valeur ajoutée créée le long de la chaîne de valeur puisse être répartie et aussi une partie revenir au producteur. C'est ça l'approche et c'est ça la démarche. Et donc, un grand chantier a été lancé pour la valorisation, ce sont les agropoles. Les agropoles veut dire tout simplement des plateformes agro-industrielles qui sont créées dans les bassins de production. Il n'y a aucune raison pour l'agro-industrie de rester à Casablanca ou à Rabat ou dans les grandes villes. Il faut qu'elle aille, que s'approche du producteur des bassins de production. Donc un programme de 7 agropoles a été lancé et 4 sont fonctionnels depuis déjà, puisque l'événement est là, avant le Corona, et les 3 autres, nous sommes en train de les finaliser. Le dernier qui a été lancé, c'est celui de l'Arrache. Donc la voie de la transformation est là, elle est claire, et elle est appuyée par des mécanismes également pour mobiliser les investisseurs, parce que ces plateformes, il faut qu'elles soient valorisées, et donc les investisseurs doivent donc aller vers ces agropoles. Aujourd'hui, je dois dire que la nouvelle charte d'investissement appuie et encourage donc je dirais l'occupation de ces plateformes par les agro-industriels. Un sujet extrêmement important et
messieurs les professeurs le savent, et les étudiants, je suis sûr que dans vos différents cours et modules, vous allez entendre parler, c'est la commercialisation des produits agricoles. Problématique complexe qui est un cumul et une façon de faire, et c'est tout simplement la réforme de la commercialisation, je dirais de la distribution des produits agricoles. On doit changer la façon de faire les choses, on doit changer de culture de faire les choses. Et donc c'est du vrai commerce, et c'est comme ça qu'il faut le voir pour moderniser donc les circuits. Là aussi, un grand chantier, je dirais une grande réflexion et un diagnostic précis a été dressé aussi bien pour les marchés gros que pour les abattoirs. Les vétérinaires savent qu'aujourd'hui, sur les 400 et quelques abattoirs que nous avons, seuls 13 sont agréés par l'ONSA. Donc voilà les sorties. Après, comme nous avons une vision qui est une continuité, une nouvelle stratégie a été mise en place, a été développée. Elle a été lancée par Sidna Al-Misro en 2020, à l'horizon 2030. Cette stratégie n'est pas une continuité dans le sens linéaire du plan Maroc vert. Elle valorise toutes les sorties du plan Maroc vert. Elle traite les défis qui sont apparus et les choses qui n'ont pas été réalisées. Et elle intègre également les éléments du contexte que nous vivons aujourd'hui. Donc la stratégie Génération Green, que vous allez voir dans les différents cours, modules, ou tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le secteur agricole, et je dirais presque même rural, est intégré dans la stratégie Génération Green. Génération, tout simplement, veut dire jeune, green veut dire durabilité. Et donc, elle repose sur deux fondements. Le premier fondement donne la priorité à l'élément humain. Ça ne veut pas dire que les autres stratégies n'ont pas donné la priorité, mais pas de la même façon. Ici, on est vraiment dans une approche où l'élément humain est au cœur de l'équation de développement et toute la question de son développement, du développement humain, a été prise en charge. Ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement aux revenus de l'agriculteur, on va s'intéresser à sa santé, avec la généralisation de la couverture sociale, on va s'intéresser à son bien-être. Il faut qu'il vive dans un milieu attractif, il n'y a aucune raison que dans le milieu dans lequel il vive il soit différent du milieu citadin. Il faut qu'il y ait de l'électricité, de l'eau, des minima sociaux, etc. etc. Donc c'est ça, si vous voulez, l'approche. Et pour cela, plusieurs mécanismes, plusieurs leviers. D'abord, travailler pour faire émerger une classe moyenne agricole durable. Et ça, c'est un objectif clairement annoncé par le souverain dans les différents discours. L'objectif est quantifié. Travailler pour contribuer à faire émerger 350 000 nouveaux foyers à la classe moyenne et stabiliser ceux qui sont dedans. Parce que vous savez, le revenu agricole est très très fluctuant en fonction de l'année. Il faut stabiliser ceux qui sont là et ajouter 350 000 nouveaux foyers ruraux agricoles dans cette classe moyenne. Et tout un ensemble de paramètres sont autour, et d'ailleurs plusieurs sujets de réflexion, de recherche, de différentes disciplines sont ouverts pour justement définir cette classe moyenne. Si on place une classe moyenne agricole, c'est qu'elle est bien différente d'une classe classiquement définie. Levier très important, un deuxième volet très important, c'est attirer les jeunes dans le secteur agricole. Attirer les jeunes investisseurs dans le secteur agricole, cela nécessite la modernisation donc, du secteur. Cela nécessite un nouveau type,
si vous voulez, d'emploi dans le secteur agricole. Et c'est pour ça que nous avons mis en place toute une batterie d'outils techniques mais financiers également pour l'incitation, pour attirer les entrepreneurs agricoles dans la production, dans les chaînes de valeur, dans la transformation, la base des chaînes de valeur, mais pour la première fois dans les services. Pour la première fois, nous avons des incitations des jeunes entrepreneurs et puis des coopératives également de services qui offrent le service au secteur agricole. Donc aujourd'hui, nous avons des exemples sur les 3 dernières années déjà, et ça donne un impact extrêmement important. Je vous donne l'exemple d'un programme que nous avons lancé, je reviens là-dessus, l'année dernière, un grand chantier, c'est le 1 million d'hectares du semi-direct, c'est-à-dire cette technique de l'agriculture de conservation et qui a donné ses preuves et qui ne date pas d'aujourd'hui sur le plan de la recherche. Depuis très longtemps, moi dans mes cours, c'était parmi les cours que nous avons eus en agronomie, mais elle n'a jamais eu la chance d'être, si vous voulez, étendue et d'être leader. Aujourd'hui, les agriculteurs sont demandeurs et donc nous avons mis en place tout un ensemble de mécanismes pour l'encourager. D'abord, l'incitation au niveau du Fonds de développement agricole pour ceux qui veulent acheter des machines de semis, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est surtout le semoir, qui est un semoir direct spécial. Et puis nous avons mis en place un mécanisme également d'agriculture solidaire pour carrément fournir ces semoirs pour les coopératives de services. Donc ces coopératives de services louent donc leur matériel et on les a placés selon un zoning et progressivement on augmente le programme. Et donc c'est un programme qui monte en puissance. Je peux vous donner un chiffre de résultats. Cette année, qui est une année très sèche, bien qu'on ait eu 55 millions de quintaux, mais une parcelle, des parcelles, plusieurs, dans la région de Sidi-Khachoum obtient 62 quintaux hectares dans les conditions actuelles de sécheresse. Vous voyez, c'est spectaculaire. Et donc, voilà, si vous voulez, un sujet sur lequel nous voulons que les jeunes placent, et que la technologie digitale soit, si vous voulez, un sujet d'attractivité également. Et toutes les technologies qui se basent sur le digital, on les encourage. Donc, les jeunes, également, il faut des leviers. D'autres leviers, pour ceux qui veulent produire. Beaucoup de jeunes ont de très belles idées, mais ils ne trouvent pas de terre, de foncier. Le foncier, c'est un gros sujet. Alors, nous avons, et là aussi, c'est sur instruction de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur pour mobiliser 1 million d'hectares des terres collectives et les mettre à la disposition des jeunes. Il y a 2 semaines, nous avons passé au gouvernement un arrêté qui donne et qui institue des incitations spécialement pour les terres collectives. Et donc, c'est-à-dire un bonus, en plus de ce qu'on encourage pour le secteur agricole, il y a un bonus pour les terres donc collectives. Et tout cela pour les jeunes, moins de 40 ans. Donc, pour ne citer que ces leviers, d'autres leviers très importants, il y a tous les centres d'entrepreneuriat qui sont mis à leur disposition au niveau de chaque région. Et bien sûr, à côté des jeunes, il y a également toute la question du travail de la femme qui est valorisée et qui est mieux cadrée aujourd'hui. Et l'exemple que vous pouvez voir sur le terrain, c'est toute la question des produits terroirs. Tout ce que vous voyez comme produits terroirs aujourd'hui, où les coopératives féminines sont très actives, sont des moteurs, tout ça, d'où ça vient? Ça n'existait pas avant 2008. Donc c'est le résultat de cette approche et aujourd'hui,
la génération green pousse et valorise, si vous voulez, ce côté. Évidemment, pour faire émerger une classe moyenne, il faut également faire du développement rural. Il faut aménager l'espace rural. Il faut désenclaver. Et là, nous avons également, avec le programme qu'on appelle PRTDS, le programme de réduction des disparités sociales et territoriales, fait des progrès spectaculaires dans notre pays en matière d'infrastructures de base. Bien sûr, beaucoup reste à faire, mais une avancée très importante. Et donc, accompagner tout cela par le conseil agricole, 5000 conseillers agricoles et l'objectif d'ici 2030 qu'on doit avoir sur le terrain, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, en mettant en place des mécanismes de contractualisation pour que le privé puisse être attributaire d'un certain nombre de tâches que le public n'aura pas les capacités de faire dans certaines régions. Deuxième, ça c'était le premier fondement de cette stratégie. Deuxième fondement concerne votre sujet d'aujourd'hui, la durabilité et la résilience. Donc le deuxième fondement de la stratégie, c'est de travailler pour faire émerger une agriculture résiliente et éco-efficiente à travers plusieurs leviers. D'abord, l'intégration des chaînes de valeur, continuer à consolider les acquis, mais généraliser tout le travail sur les chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur, la façon de travailler, c'est de faire participer les professionnels dans la gouvernance des chaînes de valeur en les organisant. Nous avons mis en place une loi spéciale pour les fédérations interprofessionnelles, la loi 1203, et qui permet à l'ensemble des opérateurs qui sont dans une chaîne de valeur, sur les différents maillons de chaîne de valeur, d'être ensemble dans une fédération, de telle sorte à ce que le produit qui est le même soit traité, soit vu par l'ensemble de la même manière, et que les différents compartiments de cette chaîne de valeur puissent se parler, parce on ne peut pas garantir une qualité qui sort d'une chaîne de valeur par un industriel s'il ne connaît pas l'origine, s'il ne connaît pas comment elle a été produite, parce que la qualité se forme à partir du moment où vous choisissez votre variété, du moment où vous choisissez votre engrais. Et donc il faut absolument qu'on ait cette traçabilité dont tout le monde rêve. Et nous avons mis en place, avec ces fédérations interprofessionnelles, nous en avons 19 aujourd'hui, les principales filières de production, et nous avons signé des contrats-programmes avec eux lors de la dernière édition du Salon international de l'agriculture de CNES pour justement les impliquer et leur donner de la vision, de la visibilité par rapport à l'avenir, d'ici 2030. Quels sont les moyens qu'on va mettre en place et quels sont les axes sur lesquels on va travailler et qu'on doit traiter sur l'ensemble des chaînes de valeur. L'axe de la transformation et de la valorisation va absorber énormément de nos efforts. Donc on continue le programme des agropoles, mais on met en place des mécanismes également importants. Et par rapport à ce sujet, nous encourageons énormément les startups, d'ailleurs même dans le digital. Nous avons des appuis spéciaux pour les startups et toute la créativité en matière de diversification des produits à partir de nos chaînes de valeur. Deuxième volet extrêmement important et nouveau, on s'attaque à la question de distribution à travers la modernisation des marchés de gros. Nous avons dans l'objectif d'ici 2030 de créer un abattoir, plutôt un marché de gros, de fruits et légumes, par région. Donc c'est-à-dire 12. 5 sont déjà en cours. Celui de Rabat va ouvrir, on va terminer donc les travaux d'ici le mois de septembre, et il sera un modèle. Et puis les autres, ils sont en cours. Il s'agit de Meknès, de Bekan, de Sousse
et de Marrakech. Et puis une autre série, la série suivante, va suivre. Les marchés de gros sont les relais qui vont structurer les réseaux de distribution. Et à côté, donc en parallèle, les abattoirs, la modernisation des abattoirs. L'objectif est d'accréditer d'ici 2030 120 abattoirs. Et nous sommes aujourd'hui à 13. Sur les 13, nous avons 5 qui sont privés, de très haut niveau. Et donc, la machine, le processus est amorcé, mais ça demande donc un peu de temps. Alors tout ça, je vous le dis pour vous dire que c'est des chantiers qui sont ouverts et très importants, où l'implication de l'IAB, je reviendrai là-dessus. L'axe suivant de cette agriculture éco-efficiente, c'est les éléments et les bases de résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est de pouvoir rebondir après les chocs. Alors nous avons le choc climatique pour nous au Maroc, et pour l'IAB en particulier. Il y a tout un cumul par rapport à la question climatique. Et aujourd'hui, comment mettre tout ça en pratique? Donc la génération green continue de focaliser sur l'eau. 70% de l'investissement va continuer à aller vers les aménagements hydro-agricoles, donc économie de l'eau, comme on l'a déjà fait. Et là, notre tissu industriel est issu des opérateurs au niveau national, et je tiens à leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils font, et d'ailleurs, qui comptent beaucoup de lauréats de l'Institut agronomique. Ils savent faire, donc le programme est très bien tracé. On fait à peu près 50 000 hectares par an. Et donc on est en bonne voie vers les 1 million d'hectares, et on veut le dépasser d'ici 2030. Dans la question de l'eau, nous sommes sur un nouveau sujet, c'est la mobilisation des eaux non conventionnelles. Le ministère de l'Agriculture a déjà créé une station de dessalement à Chitoka et Tlara. Ce périmètre qui était voué à disparaître pratiquement, parce que avec l'épuisement de la nappe, l'eau de mer menaçait cette plaine. Et donc la seule solution, c'était d'apporter de l'eau d'une autre manière. Et donc, devant les retards qu'a connu le programme eau au niveau national, le ministère a pris l'initiative en 2015 pour créer ce périmètre irrigué à partir d'une unité de dessalement. Unité de dessalement qui aujourd'hui, nous avons commencé l'irrigation l'année dernière de 15 000 hectares. Toute la tomate dont on parle aujourd'hui au niveau marocain, c'est cette station qui la produit aujourd'hui. 4500 hectares, c'est dans cette zone. Et évidemment, par la même occasion, nous avons résolu le problème épineux de la ville d'Agadir, qui était menacée, qui avait un gros problème d'eau potable. Aujourd'hui, Agadir, depuis janvier de l'année dernière, est totalement alimentée par l'eau dessalée. Donc voilà le nouveau modèle de projet de mobilisation des eaux de mer à travers donc, le dessalement. Nous avons lancé un projet en août dernier à Dakhla pour créer un nouveau périmètre irrigué de 5000 hectares. Et là, à partir d'une station de dessalement, mais qui fonctionne non pas sur l'électricité parce que l'eau revient cher, mais sur l'énergie durable éolienne. Et l'eau va être à peu près 2 dirhams, 2 dirhams 50, au lieu de 5 dirhams 70 à Stockholm. Voilà donc les projets qui sont en cours, et nous avons donc la région de Casablanca. Aujourd'hui, ce programme est devenu un programme gouvernemental. Et nous avons pratiquement 145 milliards de dirhams sur instruction de Sa Majesté le Roi qui lui assiste au niveau de ce programme, et qui doit se terminer en 2027 avec des stations de dessalement, d'abord pour l'eau potable, et puis l'irrigation
dans les zones où donc il y a un potentiel d'irrigation, et ça va le long de l'Atlantique et puis de la Méditerranée également. Que reste-t-il par rapport à l'agriculture éco-efficiente? Il reste un paramètre très important, et je dois dire souvent oublié, c'est le sol. Le sol meurt lentement. Et donc la stratégie Génération Green le met également parmi les priorités par rapport à la question de résilience. De différentes façons. Maintenir sa fertilité, le reconstituer, pas à travers uniquement des médicaments qui sont les fertilisants, non, à travers aussi les fondamentaux de l'agronomie, c'est-à-dire revenir aux systèmes de culture qui sont durables, qui sont résilients, et revenir à nos habitudes méditerranéennes sur un certain nombre donc de cultures, et le travail est en cours. Et je peux vous dire que nous avons lancé un programme important de céréales, 1 million d'hectares de céréales irrigués par irrigation de complément. Pourquoi je parle des céréales? Parce que les céréales, on a toujours donné de l'importance aux céréales. Le problème, c'est qu'ils sont produites en pluvial, en bourg. Et le bourg, vous attendez la pluie. Mais donc l'objectif ici, c'est vraiment de faire recours à l'irrigation de complément, qui est une ancienne technique, et d'apporter à la céréale ce qu'il lui faut, en plus de ce que la pluie peut offrir. Et les résultats sont aussi très importants dans ce sens. Donc, dans ce programme, la question de système de culture est importante. Les légumineuses doivent revenir dans les systèmes. Et évidemment, dans certaines régions également, les fourrages et les oléagineux. Donc voilà le deuxième fondement de cette stratégie. Pour terminer, toute la crise que nous vivons aujourd'hui. J'ai parlé de 2008, et aujourd'hui nous vivons une situation, je dirais, pareille en termes d'impact sur l'inflation. Inflation qui a touché plusieurs secteurs, mais elle a rattrapé l'agriculture cette année. C'est pour ça que vous voyez l'augmentation des prix dans le marché, et ça vient tout simplement de l'augmentation des coûts de production chez les producteurs. Et donc, si nous voulons assurer les bases d'une durabilité, pour moi, il faut d'abord s'intéresser à l'élément humain, celui qui produit. L'agriculteur, c'est le premier élément auquel on doit s'intéresser d'abord. Ces agriculteurs, quand ils vont partir, pour les convaincre, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut qu'ils vivent bien, il faut qu'ils gagnent. Et il faut que leurs enfants soient aussi dans des conditions qui attirent, qu'ils restent dans le milieu, qu'ils continuent l'activité. Et pour cela, il faut qu'on modernise le secteur, il faut qu'il soit attractif, et il faut qu'il soit rentable. Il faut que le milieu rural soit attrayant pour vivre. Et donc, pour cela, si je dois résumer tout ce que nous espérons, tout ce que notre pays espère faire, c'est une équation très simple. Faire beaucoup plus, parce qu'on doit produire plus, avec beaucoup moins en termes de ressources, parce qu'on doit préserver les ressources. Et donc, deux ressources que nous avons mis au centre des priorités, c'est l'eau et le sol. Et donc, voilà, faire plus avec moins, c'est ça notre slogan. Et ça va totalement avec votre sujet aujourd'hui, votre thème que vous avez choisi, de la question donc, de la résilience au choc climatique des terroirs. Et il y a plusieurs façons. On ne peut pas terminer sans parler un peu de cette situation et les raisons de cette situation. On peut résumer, si vous voulez, le contexte par une polycrise. C'est une polycrise parce que vous la regardez de différentes façons. Il y a plusieurs crises qui s'entremêlent.
et qui sont interdépendantes. Vous avez le Covid que jamais l'humanité n'a imaginé, puis suivi. Après le Covid, tout le monde espérait à la relance économique. Et nous avons, d'abord, au niveau international, nous avons eu quelque chose que personne n'attendait. C'est la guerre. La guerre qu'on pensait terminer en Europe, elle revient en Europe, et donc qui a touché tout le monde. C'est une guerre qui intéresse tout le monde d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan financier, économique ou directement. Et donc tout cela a perturbé énormément les chaînes d'approvisionnement au niveau international. 2008, les slogans étaient la mondialisation. Pour résoudre le problème de la flambée des prix, les pays il y avait une solidarité internationale. Pour contenir au niveau régional, au niveau international, etc., il y avait une réunion du chef d'État. Pendant cette crise, depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, chacun essaie de résoudre son problème à son niveau. Et si vous regardez dans tous les discours du chef d'État, vous allez retrouver le mot qui revient et qui a remplacé le mot mondialisation, c'est le mot souveraineté. Tout le monde parle aujourd'hui de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle des chaînes de valeur transnationales a reçu ce choc, il n'a pas pu le faire face. Et donc, et ça nous a donné toute cette flambée alimentaire. Et donc les systèmes qui ont pu résister, ce sont des systèmes d'agriculture au niveau national, de production nationale, et c'est pour ça que les systèmes locaux, les petits systèmes, etc., sont très importants comme composants. Donc nous sommes, vous voyez, la génération de l'île a été lancée en 2020, bien avant cette crise, mais tous ces principes étaient dedans, mais cette crise nous permet de renforcer encore et nos plans et nos projets. Rien, encore une fois, ne peut se faire sans innovation, sans recherche et sans experts et cadres de haut niveau, bien formés et qui intègrent l'ensemble des nouveautés de la technologie, mais sans oublier les fondamentaux de l'agriculture et les fondamentaux donc de l'agronomie. Donc l'Institut agronomique, l'État Hassan II, comme les autres écoles, l'ENA, l'ENFI, bien sûr les universités également, sont invitées vraiment à focaliser les efforts sur les priorités en termes de recherche et d'innovation. Et tout ce que je vous ai cité aujourd'hui, je vous ai donné des exemples où il y a une ouverture pour la science, pour la recherche. Les étudiants peuvent faire leur mémoire, conduire leur mémoire et les thèses sur des sujets très importants et qui sont diagnostiqués. Et j'invite messieurs les professeurs également à se rapprocher donc des services, et tout est ouvert. Et je voudrais vous souhaiter une excellente journée, une réussite dans votre forum, et je vous remercie.